Bonjour à tous, l'heure des pros tous les jours entre 9h et 10h. Voici le sommaire aujourd'hui. Une participation décevante. Manuel Valls, deuxième. Montebourg éjecté. De gauche en finale et deux autres en spectatrice. Macron plus Mélenchon. Trop de gauche, tue la gauche. Benoît Hamon a-t-il déjà gagné? Faut-il encore poser la question? Un professeur d'université à Lille commence son cours en amphithéâtre et tapote son micro qui ne fonctionne pas. Il tape à nouveau et aurait déclaré « C'est comme les femmes, il faut taper deux fois pour qu'elles comprennent ». Plaisanterie potache ou scandale à l'université, des étudiants ont quitté l'amphi. Faut-il sanctionner le professeur? On ne peut plus rien dire. C'est justifié l'enseignant. Nous appellerons le président de Lille 2, Xavier Van Dendrich. Et puis l'Opus Dei choisit à partir d'aujourd'hui son nouveau prélat. Quelle est cette institution mystérieuse de l'église de Rome qui nous plonge dans un roman de Dan Brown? Eh bien, figurez-vous que Béatrice Delacote sera avec nous aujourd'hui. Elle est le porte-parole, et je la salue, de l'Opus Dei. Vous allez bien? Très bien, merci. Hélène Pilichowski est là, bonjour. Bonjour. Caroline Dehaas, militante féministe, pour parler de cet incident, événement, scandale à l'Université de Lille. C'est un incident révélateur, je dirais. Un problème de notre société. Et nous en parlerons fortement, bien évidemment. Myriam Ankaoua, bonjour. Pour parler de la primaire. Et des autres sujets, pourquoi pas. Bruno Roger-Petit. Bonjour. Vous allez bien. Et Jacques Séguéla, notre maître à tous. Tout va bien? Tout va bien. Bon, on va parler de la primaire. Moi, je veux bien qu'on parle de la primaire, mais j'ai l'impression qu'on va enfiler les perles et qu'on va dire tout ce que j'entends depuis hier soir, tout ce que la presse note ce matin. Il y a de gauche en France. La belle affaire. Pas du tout. Dans la belle hais alliance. La primaire. Ou la belle alliance. Populaire. Je hais la primaire. Je pense que la primaire est suicidaire. D'abord, c'est une guillotine. Elle a eu la peau de deux présidents. Ouais. Elle vient d'avoir la peau du deuxième Premier ministre. Voilà à quoi ça sert. Deuxièmement, c'est une hérésie démocratique. Parce que vous avez un votant sur trois qui n'est pas du parti pour lequel il va voter. C'est absolument ridicule. Et ça nous amène quoi? Ça nous a amené François Hollande, le fossoyeur de la France. Ça nous a amené ensuite Fillon, l'espèce de joker venu on ne sait d'où. Personne n'avait lu son programme. On l'a Il était Premier ministre, d'on ne sait d'où. On l'a lu les yeux fermés. Aujourd'hui, tout le monde est contre. Tout le monde s'aperçoit que c'est pas ce qu'il fallait faire. Et ça nous met en tête, finalement, parce que c'est déjà joué, un socialiste qui est un battleur, qui ose faire croire qu'on va pouvoir payer 400 milliards d'euros, un salaire universel, qui est la plus belle escroquerie de tous les temps. Ah oui, mais c'est ça la primaire. Mais pardonnez-moi, c'est les gens qui votent. Vous êtes rigolo, Jacques Séguéla, c'est les gens qui se prononcent. D'accord, mais une primaire, elle doit être fermée. Elle ne Oui. doit pas être ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais vous accusez le thermomètre, si j'ose dire. C'est-à-dire, bon... Mais ça n'a pas à être un thermomètre, ça va être le choix d'un parti qui va être représenté par son héros, qui ensuite va guerroyer contre les autres partis. Là où je rejoins Jacques Séguéla, c'est qu'effectivement, une primaire, elle est utile à partir du moment où elle permet de faire en sorte de faire émerger un seul candidat d'un même camp. Et là, dans cette primaire de la belle alliance populaire, tout le monde a bien compris qu'on était dans un congrès du Parti socialiste avec un petit écolo en plus, un petit radical en plus, mais avec Mélenchon. Mais Oui, Myriam, avec pardonnez-moi, je ne Mélenchon suis et pas avec sûr Emmanuel que Macron. dans le... Je ne suis pas sûr... En dehors de la primaire, effectivement, on peut douter de son efficacité. Myriam, C'est utile quand on s'associe aux décisions, on associe les Français. C'est moins utile quand ce n'est pas efficace et que ça ne touche pas l'objectif. Pardonnez-moi, mais justement, je crois qu'on n'est pas du tout dans le congrès du PS. Le congrès du PS, il n'aurait pas nommé Benoît Hamon. Pardonnez-moi. Aujourd'hui, si. Je pense qu'il aurait peut-être nommé Manuel Valls. Mais c'était le bon choix. Enfin, les Parce que militants votent c'est aussi, ça hein. qui- Les militants c'est ça votent, qui est on nomme intéressant pas. là-dedans, Dans c'est un que congrès du le Parti choix de la socialiste, primaire- Ce sont les militants qui votent, c'est également un vote démocratique, hein, je le précise, Non, il n'y mais a pas de ce qui est nomination. Et de savoir si la gauche amoniste, c'est-à-dire l'aile gauche du parti, sortirait d'un congrès, c'est possible. Ce qui est intéressant dans ce que dit Jacques, et on va en discuter ensemble, c'est si le choix des primaires n'est pas le même choix que des partis politiques. C'est ça qui est intéressant dans ce qu'il dit. Oui, Hélène Valls, c'est le Pilichowski. présidentiable. Effectivement, on a vanté les mérites de la primaire en disant que justement ça permettait de ne pas obéir à la loi des partis. En disant autrement, Oui. si vous n'aviez pas la primaire, ça serait le parti en petit comité qui Oui. désignerait son candidat, ce qui serait soi-disant mauvais. Et vous avez toujours cette chape de plomb de la bien-pensance qui depuis 5 ans nous martèle constamment que la primaire c'est formidable, c'est un plus de démocratie et qu'on ne reviendra jamais dessus sur le principe de la primaire, alors qu'en fait on s'aperçoit maintenant que ça conduit à des excès, des erreurs et probablement des pertes sèches pour le mouvement qui est censé en bénéficier.
bénéficié. Je comprends pas bien en quoi... le fait Caroline que- de Non, Haas. Ah bah, on n'a pas le temps de finir sa phrase. non, mais si Bon. c'était Manuel Valls qui était arrivé en tête, on parlerait peut-être pas à ce moment-là d'erreur. Enfin, je veux dire, c'est bizarre quand même d'estimer que parce que c'est Benoît Hamon qui est arrivé en tête On du parle pas de ça premier pour ça, on tour, dit parce qu'il y a un la clivage primaire grand. aujourd'hui- Au lieu Alors, je vais vous d'avoir dire un l'argument. rassemblement, on a un clivage. Voilà. C'est ça qui est dramatique. L'argument qui est donné, Mais Manuel Valls c'est n'aurait pas pu se rassembler. Enfin, Non, je veux mais- dire, c'est Manuel Valls qui clive la gauche aujourd'hui. L'argument- C'est quand même bizarre d'inverser complètement le l'argument raisonnement. qui est donné sur les primaires, que ce soit pour Fillon comme pour Valls, c'est que le choix, pour Hamon, c'est que le choix est le plus radical à chaque fois. Voilà. Et que c'est le candidat qui est le moins éligible à une présidentielle. En tout cas, c'est l'argument que j'entends à droite ou à Oui, gauche. Oui, bien sûr. Pour moi, ça Bruno on Roger fait- Petit. Non, j'aurais laissé terminer Caroline. Merci Bruno. Quand on pense comme ça, pour moi, on avez fait de la l'erreur de chance. penser. Non mais on fait l'erreur de penser les électorats figés. Je veux dire, il y a des dynamiques politiques qui se créent. Et moi, je pense que Benoît Hamon, il peut peut-être créer cette dynamique politique. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est gagné. Je pense qu'il va au devant de beaucoup de difficultés. Mais Non, mais il y a un parallèle avec Fillon aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est le choix le plus radical à chaque fois. enfin, pour moi, Benoît Hamon n'est pas un choix radical. C'est un choix qui justement, je veux dire, c'est pas Gérard Filoche. C'est un choix qui représente exactement ce que pensent les militants socialistes. C'est juste Oui. ça. Mais c'est pas un choix radical. Les militants socialistes, c'est pas des Non, ultra c'est le radicaux. choix. Faut pas exagérer non plus. C'est le choix de la cohérence. Les Français sont très cohérents. Ils ont choisi pour la droite dure. Ils ont choisi pour la gauche dure, pure et dure. Et c'est une très bonne chose. Voilà. Bruno Roger Petit. En tout cas, c'est un débat Mais c'est intéressant pas parce que ça pour qui le fait un bon coup, président. oui, pour le coup, ce débat, il n'a pas existé ailleurs depuis hier soir. Et je trouve que ce débat est intéressant. Les primaires en soi ne sont ni par principe mauvaises, ni par principe bonnes. C'est ce qu'on en fait qui compte. Or, vous voyez bien, alors effectivement, en 2011, il y avait l'idée que la victoire contre Sarkozy était possible. Les électeurs qui avaient choisi de venir voter à la primaire avaient choisi le candidat, de leur point de vue, le plus crédible, François Hollande. Quand on regarde le résultat final, ils avaient raison à ce moment-là de l'histoire. Simplement, là, on est rentré dans une logique d'ultra-clientélisme. Donc vous avez effectivement François Fillon qui a fait campagne sur le populisme chrétien parce que lui était le seul à avoir compris le Messie, qui était le seul à avoir compris qu'il y avait eu. Mais bien sûr, c'est le seul à avoir sur l'IVG. Enfin, vous voulez que je vous refasse la Olivier, il n'a liste pas fait campagne. Il y a une phrase qui a échappé. Il a fait campagne sur un programme Vous économique. n'avez pas lu les mails, vous n'avez pas lu, Hélène, les mails de Sens Commun et d'un certain nombre d'organisations catholiques qui étaient derrière Fillon, qui ont inondé, mais si, qui ont inondé, mais si, Personne qui ne ont. connaissait Sens Non, commun. Enfin, arrête. Bruno. Mais, attendez, on Mais fait vous la plaisantez ou pas? Moi, je vais. Il y avait Attends, non, eu non, dans la attends, rue, la manif non, mais- pour tous, ça n'avait pas eu de Non, mais conséquences Sens politiques. commun, Évidemment Sens qu'il y commun, a eu je des suis pas conséquences. sûr. Mon cher, que mon les gens cher connaissent Pascal, Sens Sens commun. commun a récupéré le mail, les mails, le mailing de la Manif pour tous. Et je peux vous dire, parce que je connais des gens dans ma famille qui étaient plutôt Manif pour tous, ont été inondés de mails de Sens commun appelant à voter Fillon. Et je peux vous dire que je connais un certain nombre de gens qui ont été sensibles à cette thématique. Oui. Il y a eu un mai 68 à l'envers, et Fillon à droite a été plus que Juppé et Sarkozy l'a compris. C'est pour ça qu'il a gagné. Relisez toutes les études qui sont faites par un certain nombre d'observateurs de la vie politique, ils vous diront tous ça. Bon, aujourd'hui à gauche, vous avez un problème, effectivement, c'est que sont venus voter à la primaire des électeurs, Caroline vient de le dire, plutôt militants, plutôt sympathisants actifs. C'est-à-dire c'est la gauche militante profonde qui avait envie de régler son compte à Manuel Valls, qui est venue voter. Et effectivement, vous avez deux candidats frondeurs, Hamon et Montebourg, qui, grosso modo, font 55 à 60% des voix. Bon, c'est la sanction de la gauche du gouvernement. C'est un vote de clientèle. Hamon a su tirer aussi les conclusions de ce qui s'était passé à gauche. Il a parlé à cette clientèle-là. Il en tire aujourd'hui les bénéfices. Alors, c'est tout simple. vous pouvez réagir. 30% n'étaient pas de gauche. Oui. 30% des votants Alors, n'étaient pas de gauche. Vous pouvez réagir sur Twitter. Ils Mais ont voté regardez. Manuel Valls. 35% d'1,5 million, ça fait à peu près 500 000, Oui, mais- 500 000 votants sur 44 millions d'électeurs en France. Donc celui qui est désigné pour représenter le PS à la présidentielle, il représente grosso modo 500 000 voix. Oui, alors il y a Donc, la d'ailleurs débat primaire, sur le chiffre, bon, mais on ne va pas l'aborder ici. Vraiment légitime ou pas oui. Myriam Okawa. Absolument. Sur Twitter, vous pouvez d'ailleurs réagir, hashtag l'heure des pros. C'est Arnaud Dacier qui, franchement, a une remarque tout à fait pertinente. Macron pourra remercier les primaires de droite comme de gauche qui, en radicalisant le projet de chaque camp, lui offrent un boulevard. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Ah, il a raison, il a Juste. raison. Je ne sais pas si je reprendrai le terme de radicalisation, en tout cas pour le choix d'Hamon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est champagne
pour Emmanuel Macron. Si Benoît Hamon gagne ce deuxième tour de la primaire, on va assister à une grande transhumance de parlementaires, de cadres du Parti socialiste, de militants qui ne se reconnaissent pas dans la gauche de Benoît Hamon vers Emmanuel Macron. Le mouvement, il a déjà commencé, mais ça va être une véritable hémorragie. D'où la Et en radicalisation. coulisses, je peux vous dire que chez En Marche, dans la campagne d'Emmanuel Macron, c'était le favori, c'est l'adversaire rêvé, un Benoît Hamon. D'ailleurs, Benoît Hamon, il a dit que le dialogue était possible, donc on sait D'où même la pas ce qui va se passer radicalisation. après. Radicalisation. Si vous dites que beaucoup de parlementaires vont quitter Hamon, c'est qu'ils considèrent qu'Hamon s'est radicalisé. On n'est pas forcément pas d'accord parce que c'est trop radical ou pas assez radical. Ce qui est sûr, c'est la gauche, c'est les valeurs de gauche. Et ce qui est sûr, c'est que vous avez toute une partie de gens au PS qui veulent gouverner, qui veulent les responsabilités, qui ne sont pas immédiatement dans le remords du pouvoir. Elle est là, la ligne de fracture. C'est deux gauches, une gauche rêvée, une gauche de la réalité, d'une certaine façon, qui ne peut que décevoir, mais qui n'a pas fini de vouloir gouverner. Voilà. C'est le second du deuxième tour. Voter Hamon, c'est voter Macron. Caroline de Haas, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse qu'on met en place? Vous pensez que Benoît Hamon a un programme pour gouverner? Oui, je pense que Benoît Hamon a un programme pour gouverner. Là où je suis pas d'accord, c'est que je suis pas à l'aise avec les analyses qui visent à expliquer ce qui se passera dans 4 mois. On est quand même dans une période de grande incertitude politique. Il y a Marine Le Pen dont on parle pas beaucoup, mais qui, en tout cas ce matin, mais qui grappille des voix petit à petit. Je suis pas sûre que le phénomène Macron va s'étendre dans la durée. On n'en sait rien. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui fait quand même des scores dans les sondages très importants. Enfin, moi, je suis incapable de prédire ce qui se passera dans les semaines qui viennent. D'abord, on ne sait pas qui aura ses signatures pour la présidentielle. On est incapable de le savoir. Macron est à plus de 1000. Et donc, non mais d'accord, donc on sait que Macron sera candidat. Mais Information, Bruno Roger Petit. C'est une information. Oui, on l'écoute, on par la exemple, prend en tant Il n'y a pas vraiment d'incertitude ou de suspense Il y a eu pour à un moment, il y a eu des consignes qui avaient été données en très haut lieu pour empêcher Macron d'avoir les 500 signatures. ça n'a pas marché, Ça manifestement. n'a pas marché. Et donc, je trouve ça Jean-Luc bizarre les a de... depuis, Oui, Jean-Luc Mélenchon les a aussi. Ce que je trouve bizarre, c'est d'essayer de définir ce qui se passera dans 4 mois dans un monde politique qui, quand même, va de surprise en surprise depuis 6 mois. Et ça m'étonne. Ce qui, par contre, moi, m'intéresse, c'est en effet de voir ce qui va se passer au Parti socialiste, puisqu'il y a manifestement là une fracture qui se confirme entre Valls, qui incarne plutôt l'aile droite du Parti socialiste, et Benoît Hamon, qui incarne plutôt l'aile gauche, et manifestement au-delà, vu les résultats d'hier, donc plutôt le cœur du Parti socialiste. Et ça m'intéresse, parce qu'en effet, si le Parti socialiste se scinde en deux, à gauche, il peut se passer des trucs en termes de recomposition. C'est plié. Quand vous regardez le potentiel Hamon et puis le potentiel Valls, on est aujourd'hui sur un rapport 60-40. Je veux bien que un certain nombre d'électeurs de Montebourg n'aillent pas voter ou de Payon n'aillent pas voter pour Hamon et choisissent Valls. Mais 60-40, il faut être très fort pour renverser la table. Et puis en plus, ça veut dire que si Valls gagne, ce sera d'une courte tête, ce qui veut dire que le fameux impact de légitimité, paf, s'effondre. Caroline a raison dans tout ce qu'elle dit, il y a des dynamiques, effectivement. Et on ne peut pas dire ce qui va se passer. Sauf qu'elle oublie juste un détail. Le candidat qui va sortir vainqueur de cette primaire est considéré par tous, y compris ceux qui sont en train de participer à la primaire, comme un candidat qui ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Il ne peut pas. C'est une impossibilité, je suis désolé de le dire, Caroline, mais réelle, totale. Ni Manuel Valls et encore moins Benoît Hamon ne peut. Mais oui, mais les enquêtes. Alors vous pouvez pas dire tout et n'importe quoi. Vous pouvez pas dire qu'on est dans l'imprévisibilité totale et dire aujourd'hui qu'il gagnera pas. Puisque tout est possible. Non, c'est pas vrai. Tout n'est pas possible. Le phénomène Macron, comme on dit, qui devait se dégonfler. Je suis désolé, on arrive fin janvier. S'il avait dû se dégonfler, ce serait déjà commencé. Parce que justement, c'est ce que vous expliquaient les socialistes. La primaire va nous porter et grâce à la primaire, vous allez voir, Macron va commencer à se dégonfler. C'est le contraire. Juste un petit mot sur Macron. La participation, 1,5 million de votants ne donnera pas une dynamique qui inversera la tendance des sondages depuis plusieurs semaines. Juste un petit mot sur Macron. Et puis, il faudra qu'on fasse un débat là-dessus. Hier, j'ai vu dans le journal du dimanche qu'Alain Minc se déclarait pour Macron. Et je sais également que des gens plutôt de gauche se déclarent pour Macron. Donc je me dis qu'il y a peut-être une ambiguïté quand même dans le programme de Macron quand tu arrives à rassembler sur ton nom à la fois Alain Minc qui était derrière Alain Juppé il y a encore 3 mois et tout un électorat de gauche. C'est le concept même de Macron et de droite et de gauche. Mais on peut pas être de droite et de gauche. Mais bien sûr qu'on peut. 80% des Français disent que la droite et la gauche ce sont des concepts morts qui les intéressent plus. Il faut regarder les sondages au fond des yeux. C'est pas et vrai, c'est normal. Et
on va vers une nouvelle société qui justement sera une société d'ouverture. Et c'est pour ça que Macron va gagner. Mais c'est incroyable de. Caroline D'un côté, Dehaas. la gauche, c'est pas sale, c'est juste des projets politiques différents pour la société. Oui, mais maintenant, à la marge. On peut pas d'un côté dire qu'on va réduire le temps de travail et de l'autre côté dire qu'on va l'augmenter. C'est contradictoire. Ce ne sont pas et les- c'est pas grave, c'est pas La sale campagne, de la pas être campagne ne d'accord. sera pas politique, elle sera sociétale. Et d'ailleurs, Mais vous ce rigolez, qu'il y a, on ce qu'il y a parle de du bien, et je social pense depuis que ça a 6 mois. favorisé l'élection. C'est pas vrai. L'élection d'aujourd'hui, c'est que la campagne est sociétale, la campagne de la gauche. mais Ils ont je choisi suis en entre désaccord complet. la campagne régalienne et la campagne sociétale. Et c'est la campagne sociétale d'Hamon qui a C'est pas gagné. vrai. On parle du social, on parle pas du sociétal. On parle de Social. l'emploi, on parle des revenus, de comment est-ce qu'on fait pour vivre. de la Il y a eu On parle une d'un mobilisation sur la loi de travail. on parle d'un qui changement de s'est ressentie société. aussi dans la On primaire. parle d'un changement de société qui justement va vers le social. Bruno Roger Petit. Une remarque. D'abord sur Alain Minc. Il y a un député, Richard Ferrand, qui est proche d'Emmanuel Macron, qui a tweeté hier ce que on pensait de ce soutien de dernière seconde d'Alain Minc à l'égard d'Emmanuel C'est Macron. pas en dernière prenant- seconde, c'est le 20, c'est le 20 janvier. Non, dernière seconde. Enfin, ça date de ce week-end, c'est hier. C'était hier. En disant en gros que Alain Minc a dit beaucoup de mal d'Emmanuel Macron, ce que je vous confirme. Hein, il a passé son temps à recevoir un certain nombre de journalistes dans son bureau d'une très belle avenue parisienne pour expliquer qu'il empêchait Alain Juppé de gagner, que c'était un traître, qu'il était un produit du système, ce qu'il redit dans le JDD, et que par conséquent, il était très méchant et c'était quelqu'un qu'il fallait abattre. Bon. Hop, retournement. Donc chez Macron, cordon sanitaire, Minc dit ce qu'il veut, mais ça ne nous engage pas. D'accord. La parenthèse est refermée. On là-dessus. revient sur notre primaire ça parce que nous c'était revient, juste ça nous une. revient. À ceci près tout de même que Emmanuel Macron a amassé les ralliements Oui, de c'est ce que gauche, j'allais dire. voilà, ces derniers temps, et que ça commence à faire un Simplement. peu beaucoup pour lui. Et d'une certaine façon, même si c'est pas téléguidé, Les ralliements de gauche, vous bah oui, plaisantez, il a besoin justement pour être dans le Jean-Marie et droite et Cavada, gauche, Jean-Marie d'avoir- Cavada, il y a Jean plus de Arthuis, gens de- Corinne Lepage. Corinne Lepage, vous avez Absolument. aussi un certain nombre de gens de droite. Mais non, c'est la réalité. Il y a beaucoup. Macron- Je de voudrais juste socialistes, terminer, beaucoup plus. 20 secondes. Et ça commence à gêner. Vous étiez dans une tripartition Front National, droite Oui. et républicain, Ça, le fondement de la gauche. primaire. Voilà. Et vous voyez bien aujourd'hui, et on le voit avec ce qui se passe avec le Parti Socialiste, que celui-ci est trop déporté sur la gauche et qu'il colle trop finalement à Mélenchon. Et le vote à Mont, c'est ça. Donc il fallait inventer une nouvelle force. C'est pas compliqué. Quand vous êtes dans un système à 3 qui ne vous sert pas, soit vous le réduisez à 2, soit vous en faites un système à 4. Eh bien, avec Macron est en train de s'inventer probablement une force politique qui va rétablir l'équilibre avec 2 à droite, 2 à gauche dans le camp du progrès. Attends, peut-être aussi J'ajoute- qu'on peut. j'ajoute- peut-être Hélène qu'on peut Pilichowski imaginer- qui a peu parlé. J'ajoute juste à propos d'Alain Minc que c'était un très proche de Nicolas Sarkozy, un de ses visiteurs du soir préférés. Ah oui, mais comme Jacques Séguéla, qui hein. a défendu Les valeurs de Sarkozy Nicolas sont chez Sarkozy. Macron. Moi, C'est je pour me ça retrouve que très la bien. Mais position Jacques d'Alain n'était pas chez Juppé. La position Je me d'Alain retrouve chez Minc, Macron. quand c'est un Oui. observateur, on veut bien le croire, on veut bien l'écouter, parce que c'est quelqu'un de très Oui. intelligent. Mais quand il s'engage, je ne crois pas qu'il ait une influence importante. Oui. Peut-être que la recomposition, elle va aussi se faire à gauche. Quand on regarde, si c'est Benoît Hamon qui gagne la primaire, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même des passerelles entre ces trois-là et des convergences possibles. Peut-être que là, il va y avoir, Oui, oui, sûr. avant les présidentielles, ce serait un truc de fou, mais peut-être après, une recomposition de la gauche et une nouvelle force et une nouvelle Oui, dynamique je- qui va se créer de ce côté-là. Enfin, la conclusion, Bon. c'est que la gauche est morte hier. Vont naître deux gauches. Non, Manuel La Valls. gauche de Hamon Pas la gauche. et une autre gauche à inventer qui risque d'être la gauche. Non mais Caroline la pire de Dehaas, toutes, elle celle de dit la pas maire ça de du Paris. tout. Elle dit pas du tout que la gauche est morte, Caroline Dehaas. Moi, je pense Vous- que la gauche, elle est morte quand François Hollande a commencé à renoncer à ses engagements. On est C'est là d'accord. qu'il a Enfin, signé là- l'acte de décès de la gauche. Là, c'est le coup de poignard final, le coup de poignard électoral. Bon, c'est plié en tout cas. Incapable d'avoir même pas 1,5 million de votants, les enfants. Moi, je dirais Ouais. plus jamais c'est plié sur un plateau Et politique. l'escroquerie qu'ils nous ont fait en Non, mais disant que c'était 2 millions, le mensonge de plus. la rétention la rétention des Oui. statistiques pour les votants, je crois que c'est aussi quelque chose d'intéressant dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est quand même extraordinaire que depuis hier soir, constamment, on ait des précisions extrêmement fines sur le score de chaque candidat et qu'on n'ait aucune précision sur le nombre de votants. Pourquoi ? Il y aura polémique ces prochaines heures. On ne peut pas l'entamer à cette heure-ci Mais enfin, puisqu'on ne ça sait fait pas un peu- précisément. Ça fait un peu stalinien, hein, quand on commence à Oui. cacher des chiffres, c'est un peu surprenant quand même. C'est vrai que c'est Ouais, étonnant, c'est Bruno gros Roger mots. Petit. Caroline pas Dehaas, vraiment, c'est pas vrai. forcément stalinien, Vous n'êtes mais- pas porte-parole du PS tous les deux, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant. On voit Non, bien pas depuis stalinien, hier enfin, que je veux le dire, PS a un Mettons problème. les choses à leur Ouais. place quand même. Si c'était la droite qui avait C'était masqué 400 000. ces statistiques, que n'aurait-on entendu 400 000 Pas stalinien. chiffreront à midi, Ouais. 1 million chiffreront à 17h, sur 63 à Ouais. 70% des bureaux de vote. Voilà. Voilà. Bon, on change de sujet, on pourrait en parler longuement. On marque une virgule et nous revenons pour Ouais, parler de ce qui s'est passé à l'université de Lille.
Alors évidemment, ce n'est qu'un homme et ce n'est qu'une histoire, mais justement, ça révèle notre société et c'est bien toujours d'avoir le matin ce type de débat. Ça se passe donc à Lille. Un professeur d'université commence son cours en amphi et tapote son micro, comme vous pouvez l'imaginer. Le micro ne fonctionne pas, il tape à nouveau et il aurait déclaré « c'est comme les femmes, il faut taper 2 fois pour qu'elles comprennent ». Alors, est-ce une plaisanterie potache ou un véritable scandale? Des étudiants ont quitté l'amphi, on demande une sanction, on devrait avoir le président de Lille 2, Xavier Van den Driesch, au téléphone, je l'espère en tout cas, et il nous entend. Bonjour Xavier Van den Driesch, vous êtes avec nous, vous êtes donc le président de l'université de Lille 2. Et l'enseignant a dit on ne peut plus rien dire. Donc vous allez nous écouter 2 secondes peut-être, Monsieur le Président, et après vous pourrez réagir. Caroline Dehaas, vous diriez que c'est une plaisanterie de potache ou que c'est un scandale? Je dirais que ça révèle une méconnaissance totale de l'état de la société. Il y avait sans doute entre 200 et 300 étudiants dans son amphi, donc sans doute à peu près 50 à 60% d'étudiantes. Dedans, il y en a sans doute plusieurs dizaines qui ont été victimes de violences. Et quand vous faites une remarque sur les violences à l'encontre des femmes face à des femmes victimes de violences, eh ben, c'est pas drôle. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, ça libère la parole, dans le sens mauvais du terme, c'est que ça autorise, ça donne le sentiment que les violences, c'est pas si grave. Il y a une femme sur 10 qui est victime de violences conjugales. Il y a une femme sur 5 qui a déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Aujourd'hui, en France, juste aujourd'hui, il y a 230 femmes, 230 qui seront violées en France en 2017. Donc les violences à l'encontre des femmes, c'est un fait social majeur. Quand on se permet de faire des remarques qui sont censées être des blagues sur ce sujet-là, c'est qu'à mon avis, on n'a pas du tout conscience de l'ampleur du problème. Alors Xavier Van den Driesch en direct de Lille, et je rappelle que c'est vous qui dirigez l'université de Lille 2. Est-ce qu'il va être suspendu, cet enseignant? Alors avant de vous répondre, je dois rebondir en vous disant... Allô, vous m'entendez, oui? On vous entend parfaitement. Que les propos qui ont été tenus sont tout aussi inutiles que stupides et que parfaitement inexcusables. Je rejoins ce qui vient d'être dit, la violence faite aux femmes est un véritable fléau de notre société et ça commence par de la violence verbale. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'est que ça suppose, dans tous les cas de figure, d'avoir une vraie forme de discernement. Une discernement de la part de l'enseignant universitaire lui-même qui doit être en capacité en permanence de s'adapter à un public. Et un public de première année, c'est pas un public de 5e année. Par conséquent, il faut être en capacité de discerner. Tout le monde doit discerner, je pense que les étudiants le doivent aussi. Il faut que cette capacité soit propagée. Il faut que la presse fasse également preuve de discernement pour éviter aussi le déferlement médiatique auquel on assiste sur cette affaire, puisque maintenant le contrepoint, c'est une pétition qui circule en faveur de l'enseignant en question, avec plus de 2500 signatures déjà réunies. Ce que nous allons faire, c'est très simple. Dès demain, l'enseignant en question que j'ai évidemment convoqué va présenter ses excuses à l'ensemble des étudiants. Ensuite, il va être traduit en commission de discipline. Et la commission de discipline permettra donc d'instruire cette affaire et d'y faire la complète lumière et de prononcer les sanctions qu'elle estimera nécessaires. Et puis enfin, j'ai demandé à la mission égalité femmes-hommes qui existe dans mon université de lancer une grande campagne de sensibilisation à destination de l'ensemble de la communauté universitaire, précisément pour revenir sur ces faits, pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Eh bien, merci Xavier Van den Driesch, c'était très clair et nous allons continuer le débat. Ça révèle également notre société, Hélène Pilichowski, parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, parce que effectivement c'est une traînée de poudre, alors qu'il y a quelques années, j'imagine, des professeurs... Je suis d'accord, ce que vient de dire le président de l'université me paraît tout à fait équilibré, c'est-à-dire qu'il faut bien évidemment condamner cet enseignant qui a fait preuve d'une vulgarité absolument insupportable, et puis, mais en même temps se méfier du déferlement médiatique et des réseaux sociaux qui tout de suite vous disent que toutes les femmes sont violées en France toutes les secondes à peu près. Non, c'est toutes les 7 minutes. Oui, enfin bon, ce qui à mon avis est totalement excessif, bien évidemment. C'est le ministère de l'Intérieur. Je vous signale qu'il y a aussi... Pourquoi vous dites que c'est excessif? Mais parce que les chiffres sont gonflés. Mais pourquoi les chiffres? Attendez-moi. Pourquoi vous dites ça? Le ministère de l'Intérieur qui sort et l'INSEE qui font des enquêtes. Mais pourquoi vous dites... ça dépend où est-ce qu'on met. Mais ça dépend où est-ce qu'on... Le harcèlement sexuel, ça dépend où on met la barre. Non, on parle de viol. On parle d'une pénétration sans consentement. Toutes les 7 minutes en France. Moi, je dis que c'est faux.
Bah, demandez autour de vous. Oui, je demanderai. Rien que sur le plateau là, il y en a au moins une qui a été victime de viol. Ah bon, Donc, très bien, bah oui, c'est peut-être. moi, en ça. l'occurrence. Pourquoi je comprends pas, Hélène, pourquoi vous C'est contestez incroyable. ces chiffres Parce si que ce sont je des trouve chiffres que du c'est ministre. excessif. C'est comme on dit Oui, mais quand, c'est excessif, c'est des quand chiffres. on vous dit qu'il y a des morts, par la pollution, 40 000 morts par la pollution, tous les gens se disent je vais mais là, aller c'est dans la pas la rue, même je vais chose. mourir à la seconde si Ouais. je respire un peu l'air de Paris. calmons-nous. C'est pareil, on Calme-toi. exagère. Il y a un chiffre- exagère. Il y a un chiffre qui n'est pas discutable. Une femme, tous les 3 jours, meurt en France sous le coup de son mari. Oui, mais D'où viennent ces violer, chiffres, violer, ces gars-là Mais d'où viennent ces chiffres quand même violer C'est tous les beaucoup combien exagéré. Violer tous les combien 7 minutes. Mm. C'est le ministère Toutes de les l'Intérieur. 24 heures sur Non, 24 Oui. non, mais là, je parle de Non, mort. mais c'est un sujet grave. C'est bien sûr que c'est un sujet C'est un grave. sujet très grave. Moi, je connais pas c'est les pas une raison statistiques, mais pour je fais l'amplifier. confiance à. Mais je parle de mort, c'est Oui. quand même autre chose. Bon. Alors, ceci dit, ne tombons pas non plus dans la pudibonderie. Avant de massacrer la vie de cet homme, c'est pas excusable ce qu'il a dit. L'enseignant, vous parlez de Enfin, l'enseignant. Par rapport à Trump, c'est roupie de sansonner les enfants dans Oui. la vulgarité. Est-ce que vraiment c'est un dérapage? Oui. Il est fautif, il faut qu'il s'excuse. On n'a pas besoin de briser sa carrière pour ça. Ou est-ce que vraiment, chez lui, c'est une agressivité permanente? Et à ce moment-là, il n'a pas à être enseignant. Voilà. Caroline Mais Dehas, avant de justement. l'accuser et de sombrer dans une pudibonderie qui nous guette, regardons les choses en face. Justement, pour ce type de dérapage, quelles sanctions vous proposez pour le professeur? Faut qu'il soit, par exemple, suspendu Ce vous qu'a en proposé le président de l'université me semble Oui. très bien. Enfin, je veux dire, le fait qu'il s'excuse publiquement et qu'il dise bon, ok, ben voilà, j'ai compris la leçon, j'avais pas percuté. Oui. Vous savez, au moment de l'affaire du Sofitel, j'ai eu Jack Lang au téléphone parce que je sais pas si vous vous rappelez, il avait dit il n'y a pas mort d'homme. Avec sur DSK, France 2. hein. Oui, Voilà. tout à fait. Il avait dit il n'y a pas Qui mort était d'homme. incroyable, d'ailleurs, Et comme donc moi phrase, j'étais oui. montée au créneau en disant mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour toutes les femmes qui écoutent et qui ont été victimes de viol. On parle quand même d'une affaire potentielle de viol. Bon. Et Jack Lang, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que quand il disait ça, ça pouvait heurter notamment les femmes qui avaient été victimes de viol. Puis la deuxième chose quand même qui m'a beaucoup interpellée dans la réaction du prof, qui là m'inquiète un peu, c'est qu'au lieu de réagir en disant ok, bah, j'ai fait une connerie, je recommencerai pas, j'avais pas pris conscience de l'impact de mes propos, il dit on peut plus rien dire. Et moi, cet argument-là me rend dingue. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse plus dire aussi facilement qu'avant Ben en oui. France des propos homophobes, C'est plutôt bien, des finalement. propos antisémites ou des propos racistes ou des propos, on peut encore trop en dire, hein, mais ça progresse. Et ben moi je prends ça comme un signe positif. On peut plus tout dire, et ben tant mieux, parce qu'on peut plus dire aussi facilement qu'avant. Elle a été violée, tant mieux. Voilà. Si une femme était entrée dans l'amphi, si une Ils femme. n'ont pas tout, il n'a pas violé elle personne. n'a pas été violée, Juste, celle-là. je Bah, rappelle, tout je d'un coup, rappelle c'est que des rares, Finkielkraut explique quand même que Laissons-le Polanski. s'expliquer. Attendez, Ah, ça y est. on Un est quand dérapage même- mais oui, verbal. on est quand même dans une société dans laquelle Finkielkraut, qui est invité sur tous les plateaux télé, explique que Polanski, qui a violé une fille de 13 ans, il explique que c'était pas une fillette, c'était déjà une jeune femme. Et donc on a une tendance à relativiser les violences à l'encontre des femmes. Comment vous pouvez, Notre société est d'une comment tolérance vous pouvez insupportable. accuser de viol un pauvre mec qui a dérapé? Mais On je peut n'ai lui pas déraper, accusé il faut de lui taper viol. sur les Ce doigts, que je dis, c'est qu'il que- s'excuse, mais attendons de savoir si vraiment, Mais au fond de lui-même... Personne n'a dit qu'il avait violé quelqu'un. Qu'est-ce que vous racontez? On est en Non, train mais on parle d'amalgamer. du c'est viol, un on amalgame. parle du viol, Non, on parle Vous du avez viol, glissé- on parlait du vous avez- viol. c'est Non, vous-même on a qui avez dit le glissé- fait, qui avez on peut glissé plus- d'un dérapage verbal à un viol. On parle de Ne viol mélangeons pas depuis les tout à choses, l'heure, ça ça n'a fait rien 10 à minutes voir. qu'on parle de Ah oui, viol. parce que vous croyez que quand un homme cogne sa femme, il a fait une blague là-dessus. Mais il n'a pas cogné, c'est un non, mot Oui, pour l'instant. oui, donc c'est il a une fait plaisanterie une d'un remarque. goût insupportable, je Voilà, suis d'accord. mais Voilà. pour l'instant, D'accord, c'est et pas un donc, acte bon, de voilà. violence. Et donc, En tout ce cas, que il je n'est pas dis prouvé. juste, c'est que le fait qu'aujourd'hui, dans notre société, on puisse moins qu'avant faire des remarques, des blagues sur les violences à l'encontre des femmes, qu'il d'accord, s'agisse de là-dessus, c'est coups une très bonne ou de chose. viols ou de harcèlement, Oui, c'est une bonne Non mais chose. Caroline Dehas, Mais ne vous-même, confondons pas ça avec- immédiatement, confondons pas ça avec un viol. c'est ça qui est toujours difficile, si Ouais. j'ose dire, à entendre, c'est que vous faites vous-même l'amalgame, puisque immédiatement vous parlez de Roman Polanski, et c'est une autre affaire. Oui, ce que je dis juste, c'est que dans notre société, dès qu'on parle des violences à l'encontre des femmes, moi j'ai été victime de harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux l'année dernière, par exemple, et ben il y a eu un non-lieu de la justice parce qu'ils n'ont pas retrouvé les auteurs, d'accord? Ils n'ont pas réussi à retrouver les auteurs. En fait, je pense qu'ils les ont pas vraiment cherchés. Il n'y a pas vraiment eu d'enquête. Bon, et donc on se rend compte de quoi? C'est que dès qu'on parle de violence à l'encontre des femmes, que ce soit de harcèlement, de viol, de remarques sexistes, ces trois choses n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais elles parlent des violences à l'encontre des femmes. Dès qu'on en parle, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui s'est passé sur le plateau. On va avoir tendance à minimiser. Oh, mais les chiffres sont pas vrais. Oh, mais c'était pas si grave. Non. Les violences On à veut l'encontre savoir des la femmes, c'est vérité. Mais on les massif. met en
perspective. On veut En savoir l'occurrence, la on met en vérité. perspective. On veut C'est pas savoir la même chose. vérité avant de condamner. Mais- Non, c'est pas la même chose. On met en perspective. Vous dites minimiser. On met en perspective ce professeur qui fait une plaisanterie lourdingue, et puis le viol ou. C'est exactement ce que disait le président de l'université. Les Oui. violences à l'encontre des femmes. Vous croyez qu'un homme qui tape ou qui viole une femme, il va comme ça d'un coup se mettre à taper et à violer? C'est pas comme ça que ça se passe, Bon, les violences. Bruno Roger-Petit. Ça commence par des mots, les violences à l'encontre des femmes. C'est Toutes pas les sûr. femmes. C'est peut-être ceux qui sont silencieux et qui Mais disent rien non, qui sont les mais- plus dangereux. mais moi, c'est mon travail de former les professionnels là-dessus, je vous le dis. Les Bruno études le Roger-Petit. montrent, ça commence par des mots et ça finit par des coups, voire par des meurtres. Bruno Roger-Petit. Caroline a raison sur un point. C'est-à-dire que quand on est un professeur d'université, Oui. on est face à plusieurs Évidemment. centaines d'étudiants. On ne fait pas. Évidemment. On ne doit pas Bien faire sûr. ce genre Mais de blague. évidemment. Pour une raison C'est sûr. simple, c'est qu'on représente une autorité professorale, intellectuelle, et que ce type de blague qui, effectivement, en creux, est une légitimation d'un certain nombre de comportements. Hein, c'est pas si grave de taper une dame. Ah, mais on parce est que tous regardez, je d'accord. tape mon micro. Voilà. tous Mais d'accord. c'est la posture professorale à ce moment-là qui acte, disons, la faute. C'est ça qui est important. Voilà, tu as raison, mais ça n'en fait pas, de même que quand, et Caroline a Personne raison dit ça. là-dessus, quand Finkielkraut dit ce qu'il C'est dit facile, sur vous Polanski, mélangez tout comme ça. quand bien même moi je relativise, suis hein. partisan, effectivement, moi je reste un partisan farouche de la prescription. Voilà, je pense qu'il y a prescription pour Polanski et qu'il faudrait passer à autre chose de ce point de vue-là, pénalement. Mais ça, c'est un autre débat. Mais sur le débat moral, effectivement, quand Finkielkraut dit ça, c'est une faute. Philosophe, académicien français, dire une chose pareille, c'est criminel. Bon, un peu de spiritualité, on va changer de sujet. Non qu'elle n'existait pas dans nos débats précédemment, mais figurez-vous que nous avons sur ce plateau Béatrice Delacote, que je salue à nouveau, qui est porte-parole de l'Opus Dei. Et l'Opus Dei, aujourd'hui, va choisir son nouveau prélat. Et l'Opus Dei, comment dire, c'est entouré d'un certain mystère. On a l'impression d'être dans un roman de Dan Brown. Et l'Opus Dei, c'est quoi? D'abord, ça veut dire travail de Dieu, hein, en latin. C'est une prélature personnelle. C'est quoi une prélature personnelle? Alors, tout simplement, c'est une petite partie de l'Église catholique. En fait, c'est une institution pastorale de l'Église. Et une prélature personnelle, si vous voulez, c'est l'équivalent de ce que c'est qu'un diocèse, à peu près. Les diocèses sont des circonscriptions qui sont territoriales et les prélatures sont des circonscriptions qui sont personnelles. C'est-à-dire que ça concerne des personnes qui se sont appelées à cette vocation. Voilà. Et il y a donc, beaucoup de ça fait femmes, partie de la notamment. hiérarchie de l'Église catholique. Donc, Oui, mais alors, il y a beaucoup de femmes. oui, quelle il y a est la plus de femmes. fonction de Il y a l'Opus plus- Dei dans Alors, l'Église de Rome? Eh ben, il y a une finalité qui a été mise, expliquée par le fondateur, ça fait partie du charisme fondationnel, et qui a été comme gravée dans le marbre par les statuts que l'Église a donnés à l'Opus Dei. Et en fait, c'est simplement participer à l'évangélisation, à l'effort d'évangélisation de l'Église, c'est-à-dire transmettre la joie de l'Évangile, en quelque sorte, avec la spécificité que les personnes de l'Opus Dei s'adressent à des personnes, on va dire, des personnes de la rue, tout le monde. C'est pas simplement le religieux qui doit être en accord avec sa foi. Bah, c'est la personne lambda, le chrétien. Un peu l'idée, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais on n'est pas... un chrétien n'est pas appelé à être un chrétien purement sociologique. C'est un vrai appel, une vraie vocation. Et Il faut faire des choses au quotidien. Il faut que ma C'est foi soit en un accord avec mon quotidien. Voilà, c'est un Voilà. investissement. Et dans le travail professionnel surtout, dans la vie de famille, dans les relations avec les autres, c'est vrai que là on parlait un peu de la violence et tout ça, mais on se dit mais qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à la paix? Déjà j'ai ma femme, j'ai mon fils, j'ai mes enfants, j'ai mes collègues, et si j'arrive à changer mon propre comportement, je contribue à la paix. Voilà, c'est un petit peu la mission de l'Opus Dei, c'est de dire la sainteté, puisque c'est ça, c'est le fait de se rapprocher du Christ, c'est d'agir, d'aimer comme Dieu aime, on va dire. Cette Mais j'ai envie de dire, sainteté-là, c'est elle est vrai pour pour tout le tous monde. les catholiques. Quand je vous entends, Pour les chrétiens, même, tous les oui. catholiques, tous les chrétiens, C'est vrai. quelle est la différence dans tout ce que vous dites, un chrétien ou un Mais catholique c'est pourrait vrai le dire? que c'est vrai pour tous les chrétiens. L'Opus Dei s'adresse à tout le monde. Hein. Oui. Mais c'est vrai que aussi, on avait peut-être un peu tendance dans l'Église, parce que l'évolution a été comme ça, de penser que au fond, la sainteté, la plénitude de la vie chrétienne, c'est plutôt réservé à des religieux, et que un homme, une femme, un laïc, on va dire laïc au sens non clair, qui se comporte bien, c'est déjà pas mal. De là à vouloir être vraiment saint et vraiment imiter le Christ dans sa vie quotidienne, c'est trop, c'est pas non plus, faut pas exagérer. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée que il y a une prise de conscience que le Christ dans l'Évangile a dit des choses très fortes à tout le monde, que donc seul, on a parfois tendance peut-être un peu à baisser. Voilà.
Et aujourd'hui, donc, l'ancien prélat est mort. Oui. Et donc, c'est 92 000 personnes, je crois, l'Opus Dei Ouais, à en peu près France, c'est ça 92 600. Donc, il faut être affilié, c'est une démarche En fait, disons qu'il y a beaucoup de personnes qui bénéficient de la formation de l'Opus Dei, mais après, si on sent qu'on a une vocation, c'est autre chose. Mais l'Opus Dei, C'est une organisation pardon. catholique quand même ultra conservatrice, mon cher Oui. Pascal. Ben, Il faut quand même le rappeler. Parce que si, Faut quand même quelle est la être contre position l'avortement, par exemple. Voilà, quelle est la position de votre organisation sur le mariage pour tous et sur l'avortement? Alors, vous savez, c'est exactement la même position que l'Église catholique, oui. que celle du pape François. Donc, Oui, donc il est opposé. que celle du pape François. Et Eh donc, oui, mais je veux dire, c'est- si vous sont des découvrez catholiques, que c'est une l'Église partie de Rome est... C'est Vous juste dites... que la façon dont on la présente ce matin, Non, ça mais, semble super sympa. oui. Moi, je dis juste que cette La organisation bienveillance et l'encens. milite Oui. contre le droit des femmes à Voilà. disposer de leur corps et contre Mais- le droit des non, personnes de même mais- sexe de se marier. Voilà. Mais Caroline, j'entends bien, mais c'est vrai du pape François. Oui, bah donc je le dirais pareil si le pape François était là. Oui, Le bah, pape il François, viendra peut-être demain le matin. pape mais- François, le pape François est plus ouvert C'est sur la pas question fou, du ouais. divorce Oui, personne que ne n'est l'est plus- l'Opus Dei aujourd'hui. Oui. Non, mais il y a autre chose. Il y a Non, autre mais chose. vous pouvez entendre, comment dire, les arguments de l'Église catholique. Oui, vous oui. ramenez ça au droit des femmes à ne pas disposer de leur corps. Non, Eh, c'était pas des c'est- arguments là. Non, mais- On était dans une espèce. Vous pouvez entendre que c'est le droit à la Watt, vie, c'est le droit à la vie, qui et c'est correspond une pas à la autre réalité. manière de voir la vie et la société. Enfin, On peut Mais entendre aussi les en arguments de radical l'autre. désaccord. Non, mais on peut entendre les arguments et être quand même en radical désaccord. Moi, C'est je entendu. m'explique. Il y a autre Je chose à rappelle propos- juste que, alors là, c'est pas moi, c'est l'ONU qui le dit. Ça sera peut-être des statistiques qui seront acceptées. Il y a une femme toutes les 9 minutes cette fois-ci Oui. qui meurt d'un avortement clandestin. Oui. Quand on est contre le droit à l'avortement, en fait, ce que ça dit, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. L'ONU, c'est quand même une institution respectable, explique que ça crée, juste ça tue des femmes. Bon, donc après, on peut se dire, bah c'est pas grave, c'est juste une petite partie du problème. Mais moi, je considère que quand on est opposé au droit à l'avortement, se présenter sans le préciser, c'est quand même bizarre. Non, moi, je ne suis pas C'est-à-dire opposée que ça au droit va- à l'avortement, au oui. contraire, bien au contraire. Ça va sans dire pour les catholiques. Non, simplement l'Opus Dei s'est fait remarquer. L'Opus Dei s'est fait remarquer ces dernières années plutôt par des problèmes proches des scandales financiers, notamment avec le Vatican. Et c'était des membres de l'Opus Dei qui ont été mis en cause quand même dans ces problèmes de financement. Ah bah oui. Je crois, ah bah oui, certainement. Donc les œuvres, Il y a opus, pas qui eu- veut dire l'œuvre en latin, l'œuvre concrète, si vous voulez, il y a eu des collectes Il y a eu de des mises en fonds, cause des également choses. d'Opus Dei avec la Mivilude. Voilà, donc il y a eu des difficultés de ce côté-là. C'est pour ça qu'on n'entendait plus beaucoup parler de l'Opus Dei, d'ailleurs. Oui. En tout cas, on voulait Vous un pouvez pas les- éclairage aujourd'hui Oui. sur cet Opus Oui. Dei, qui est aussi une boîte à fantasmes. Oui. Boîte à Il y a fantasmes. une Oui, forme je pense de que mystère David autour Schwimmer de cette peut-être organisation. a beaucoup fait, on l'aime Il y a bien. beaucoup de réalité aussi, et on Oui. la connaît. Bon, Oui. et- La réalité, je peux vous la présenter très simplement. En fait, je crois qu'il faut avoir le courage de sonner à une porte, d'aller voir ce que c'est qu'un centre de l'Opus Dei, ce que c'est qu'une personne de l'Opus Dei. En fait, vous verrez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de mystère. Bon, on va terminer avec C'est déjà demain. Tous les jours, il y a de la sainteté en vous. Je voudrais dire Jacques un mot. Séguéla. Je voudrais dire un mot quand même. Oui. La France manque de foi. Oui. Je ne suis pas du tout pour l'Opus Dei ou pour une autre, mais je pense que ce sont des religieuses en civil qui quand même sont tenues, elles sont astreintes à prier 2 fois 30 minutes par jour, qui sont astreintes à se confesser, etc. Que pour l'Église catholique, c'est une bonne chose et que il faut impérativement protéger, sans aller jusqu'aux excès, les gens qui croient en quelque chose. C'est parce que nous ne croyons plus que finalement ce monde devient ce qu'il est. Bon, l'heure des pros, chaque matin, ça aborde des sujets très différents. Et on termine traditionnellement par C'est déjà demain. Qui veut commencer par C'est déjà demain Caroline de Haas, Non, je te passe mon tour. vous passez votre Moi, je vous tour. conseille un reprendrai. très bon documentaire Oui. ce soir sur France 3. Si vous voulez comprendre le conflit syrien et comprendre qui est Bachar el-Assad, portrait géopolitique signé Antoine Vitkin. Je vous recommande vivement ce documentaire de 80 minutes. Merci. Bruno. On commande un téléfilm qui s'appelle All the Way, qui est consacré, c'est disponible sur une plateforme qui diffuse des séries, qui parle du président Lyndon B. Johnson, qui est assez peu connu et qui est en fait le président qui a introduit l'égalité civique aux États-Unis entre les Noirs et les Blancs. Très grand téléfilm, Lyndon porté par Johnson. l'acteur qui jouait le rôle principal de Walter White dans Breaking Bad, formidable. Et les Américains sont quand même les maîtres de la série politique. All the Way, à voir. Lyndon Johnson qui avait remplacé John Kennedy. Hélène Pilichowski. Moi, je pense qu'il faut suivre les premiers pas continuer à suivre les premiers pas de Donald Trump, qui nous a beaucoup étonnés, voire inquiétés, plus qu'inquiétés, presque effrayés dans son discours d'investiture, et dont il faut suivre, et en particulier la rencontre annoncée avec la première ministre britannique May, parce que franchement, il y a de quoi s'inquiéter, plus qu'avec ce qui se passe en France. Très court, Jacques Séguéla. Il faut lire le livre de Steven Pinker, qui est un grand
sociologue américain, qui amorce la thèse qu'il y a moins de guerres civiles que jamais en France et dans le monde, qu'il y a moins de massacres que jamais, et qui prétend que la guerre va finir par s'achever parce que en 1950, il y avait sur 200 000 morts, sur 200 000 militaires, il y avait 20 morts. Aujourd'hui, il y en a 0,2%. Merci à tous. IT, Missa Est, c'est comme ça qu'on dit. On ne le dit plus d'ailleurs depuis Vatican II. On ne parle plus en latin dans les églises. À propos d'avenir, le pape François a lancé un synode sur les jeunes là en octobre. Oui. L'info se poursuit sur ITélé. Merci à tous.